Bonjour tout le monde, bienvenue à notre nouvelle émission de Sans compromis avec Julie. Aujourd'hui, on touche un sujet qui fait jaser beaucoup de monde, les journalistes, monsieur, madame, tout le monde, c'est l'accessibilité à la propriété. On a l'impression que c'est un rêve qui est devenu inaccessible et aujourd'hui, j'ai une invitée qui en a beaucoup à dire sur le sujet. Donc, Valérie Léger. Bonjour Julie. Ça va bien? Ça va très bien. Valérie est CPA. Elle est aussi courtière immobilière depuis 2021 chez Groupe Sutton-Clodem. Elle travaille conjointement avec son courtier qui, lui, est dans l'immobilier depuis 16 ans. Et Valérie, tu as travaillé dans le fond comme intervenant, comme conseiller en entreprise, entre autres chez Desjardins et le Cirque du Soleil. Oui, exactement comme consultante, oui. Et je cherchais quelqu'un dans ton style qui est boblé, je dirais, je m'excuse le terme anglais, pour parler d'un sujet qui n'est pas toujours facile à comprendre. Donc, on commence en te demandant, est-ce que tu crois qu'aujourd'hui, ce rêve-là de l'accessibilité à la propriété est encore réalisable pour les jeunes? Oui, définitivement. Je pense qu'il faut le faire différemment, par contre, de la façon dans laquelle nos parents l'ont fait. Nos parents qui avaient sur le marché des propriétés à 80, on entend des fois, j'ai un ancien voisin qui me disait qu'il avait acheté leur maison 30 000 $. On se dit, on achète ça avec Interac maintenant. C'est le prix d'une voiture. Donc, puis les salaires n'ont pas augmenté en conséquence avec le prix des maisons, avec la valeur des maisons. Je crois que c'est encore possible. Je crois qu'il faut le planifier beaucoup plus à l'avance. Puis, je crois que d'avoir de l'aide de la famille quand c'est possible est extrêmement bénéfique. Et on se ramasse un peu dans une société où il y en a d'autres qui existent déjà, où la famille aide à accéder à la propriété. Puis ça existe déjà ailleurs dans le monde. Je pense qu'au Québec, on est rendu là. Puis il y a les outils fiscaux dont on pourra parler qui sont à utiliser puis qui sont à planifier d'avance. On va en parler justement des outils fiscaux, mais je me disais, aujourd'hui, qu'est-ce que tu vois? Parce que tu es dans le courtage depuis 2021, mais quand même, tu as une belle expérience avant ça. Et tu as un conjoint, j'imagine, qui te parlait toujours de son travail. Tout le temps. Donc, est-ce que tu vois une différence entre l'avant-COVID et l'après-COVID dans la pensée des gens, dans le bien qu'ils recherchent, le style de propriété, puis leur façon d'aborder les achats? Oui, tout à fait. Je pense qu'il faut être beaucoup plus créatif en tant qu'acheteur, en tant que premier acheteur, en tant qu'acheteur. Tout le monde a un budget. Tout le monde doit travailler avec son budget. Ce qu'on voit beaucoup, c'est que les gens vont se tourner vers des plex, vont utiliser justement l'aide de la famille, vont se tourner vers ce qu'on voit, c'est les premiers acheteurs vont acheter plus petit, vont acheter plus modestement, avec pas nécessairement tout ce qu'ils veulent sur leur liste. Donc, on voit moins, je pense, des gens qui restent dans leur maison pour 40 ans, comme certains de nos parents l'ont fait, qui achetaient, puis c'était la maison pour la vie. C'est plus nécessairement réaliste quand, par exemple, sur l'île de Montréal, la maison avec un garage, 4 chambres, parce qu'on a le télétravail. Maintenant aussi, le grand terrain, c'est 1 million. Est-ce qu'on peut se permettre ça quand on arrive sur le marché du travail? La réalité, c'est non. Donc, les gens vont faire des étapes, je pense, pour se rendre à ce produit-là. Donc, vont faire des étapes en conséquence, vont construire de l'équité, vont construire leurs revenus entre-temps pour y arriver. Mais en fait, tu m'amènes sur quelque chose. J'allais te dire, quand on était plus jeune, ben toi, tu es encore jeune, mais quand j'étais plus jeune, disons, le rêve, c'était d'avoir la maison, le garage, la piscine, etc. Donc, tu vois un changement dans le style de bien que les jeunes veulent acquérir. Et là, je ne sais pas si tu avais derrière la tête de m'en parler, mais est-ce que, exemple, Village urbain, auquel j'ai eu le plaisir d'assister à la présentation que vous avez faite, est, selon toi, l'avenir pour les jeunes, pour les achats? Moi, je pense que oui, dans le sens que je pense qu'on s'en va. Ça existe déjà en Europe, en Asie. Je pense que l'Amérique du Nord, on a eu un peu la chance d'avoir des ressources illimitées ou quasi en termes d'énergie, en termes de ressources matérielles et d'espace. Je pense que c'est de moins en moins vrai, surtout quand on passe à l'île de Montréal. Si on veut être propriétaire sur l'île de Montréal, il faut se tourner. Les prix, les gens le savent, ça, sont passés. On est à une moyenne de, je pense, si je ne me trompe pas, 542 000 sur l'île de Montréal cette année pour un bien immobilier. On parle évidemment 542 000. Il y en a beaucoup qui sont dans le million. Par exemple, moi, je travaille beaucoup la Chine. Dans l'unifamilial, on est proche du million.
Donc, moi, je pense que les gens n'ont pas le choix. Puis, il y a le choix. Je suis peut-être un peu rêveuse et optimiste aussi, mais j'espère, je crois que les jeunes, la future génération, tu disais que j'étais jeune, moyennement, je pense que la génération qui va nous suivre, ils ont un souci écologique autre, C'est un vrai, souci de différent bien-être. des générations précédentes. Complètement, et Oui. de communauté. Donc, des projets comme Village urbain, justement, on parle de partage de ressources, chacun a sa cuisine, chacun a peut-être un espace plus petit, avec des espaces communs, avec du partage de matériel, du partage de ressources. Je pense qu'on s'en va vers là. Puis, on le voit aussi des amis qui achètent des duplex ensemble, des frères et sœurs qui achètent des C'est duplex. vrai. Des Oui. parents, on voit beaucoup le bigénération, même dans le duplex. Les familles qui vont... les gens vont continuer à être propriétaires. Ils vont juste le faire de manière différente. Donc, les parents qui, par exemple, disent, ben moi, j'ai plus besoin de 5 chambres, j'aimerais avoir moins, mais je vais peut-être avoir besoin d'une présence dans le futur. L'enfant qui n'a pas nécessairement 200 000 de cash down pour acheter la propriété qu'il veut, ben les gens se mettent ensemble puis achètent ça en famille, tout en faisant quelque chose de très agréable pour tout le monde, en ayant chacun sa propre vie, mais un esprit de communauté. Mais en même temps, moi, je vois ça un peu comme la prochaine génération de bigénération, puis aussi dans le contexte où, ben moi, je le sais, je suis grand-parent, donc souvent, on intervient dans l'éducation puis dans la prise en charge de nos petits-enfants. Et quelque chose comme Village urbain, ça fait en sorte que tu es tout près, donc tu peux déjà être disponible pour aider la famille et tout. Mais là, je t'arrête parce qu'on pourrait en parler des heures et des Oui. heures. On entend souvent dire, dans mon temps, puis moi, c'est vrai, dans mon temps, les taux d'intérêt, ils étaient entre 15 et 18. Je me souviens d'avoir acheté ma première maison, les taux étaient à 11 et 3/4, mais le gouvernement avait un programme, il baissait le taux de 3 quand tu avais un enfant, et on arrivait à acheter quand même. Bon, les prix n'étaient pas les mêmes, mais pourquoi crois-tu qu'aujourd'hui, c'est si difficile pour les jeunes d'acheter alors que les taux sont, dans le fond, à peu près sous la barre du 5 Les valeurs. En fait, les valeurs n'ont pas suivi les salaires. On s'est amusé, Mathieu adore les chiffres aussi, à voir justement à l'époque des taux... Mathieu, c'est son Mon conjoint, exactement, qui est courtier. Il adore les chiffres, peut-être même encore plus que moi. Mais on s'est amusé à aller voir le salaire moyen à l'époque, la valeur moyenne des propriétés avec le taux d'intérêt. Puis on a fait le même exercice en date d'aujourd'hui. Puis en prenant toutes ces données-là, dans le fond, c'est que les salaires n'ont pas évolué au même rythme que les propriétés. L'écart est énorme. On peut penser, je connais pas par cœur le revenu moyen au Québec en ce moment, mais si on pense à un couple qui gagne 100 000 par année ou une personne seule qui gagne 100 000 par année, qui veut s'acheter une maison à 1 million, l'écart est tellement grand. C'est 10 fois exactement. Donc, même en prenant en compte les taux qui sont moins élevés aujourd'hui, mais c'est que c'est sur une valeur tellement grande que ça va chercher une plus grande portion du revenu familial. Donc, c'est plus dur. Puis, moi, j'entendais aussi mes parents, par exemple, qui me disaient, ben nous, on a travaillé fort pendant 1 an pour faire des heures supplémentaires pour ramasser notre cash down, qui était de 5 000 $. Maintenant, si on ne veut pas payer la prime SCHL, c'est 200 000 $ qu'il faut ramasser, 100 000, 200 000. C'est quasi impossible en début de carrière, d'où le fait tantôt qu'on parlait, ça se planifie sur plusieurs années, surtout si on n'a pas l'aide de nos parents de la génération au-dessus de nous. Mais là, je vais t'emmener sur les outils financiers. Puis d'ailleurs, tu pourras aborder ce sujet-là, c'est-à-dire que si tu nous parlais brièvement du CELIAP, du RAP, aussi du don des parents du vivant, et tantôt, hors onde, on en discutait, tu parlais, dans le fond, c'est pas obligé d'être un don monétaire, ça peut être de l'équité sur une propriété. Donc, si tu pouvais faire un peu un topo là-dessus pour nous emmener sur les solutions qui se prêtent aux jeunes. Tout à fait. Puis il y en a beaucoup. Puis je pense qu'elles sont énormément sous-utilisées, entre autres le CELIAP, qui est tout nouveau. Ça a été mis en vigueur en avril 2023. Donc, c'est encore tout récent. Je pense que même dans le milieu immobilier, on n'est pas encore habitué de travailler avec. Donc, c'est vraiment le gouvernement fédéral qui s'est adapté à la nouvelle situation. Il faut le voir comme ça, parce qu'avant, on avait le RAP. Le RAP, 35 000 $ qu'on prenait dans notre REER. Il fallait que le 35 000 $ soit là. On pouvait cotiser. Il fallait que ce soit là 90 jours avant l'achat, minimum. Le RAP, ce qui se passe, c'est qu'on a 15 ans pour le rembourser. Donc, c'est un beau cadeau parce c'est de l'argent sur lequel on n'a pas été imposé puis qu'on ne sera pas imposé
en autant qu'on le remette à l'intérieur de 15 ans. Que tu te rembourses à toi-même, finalement. Exactement. Tu te rembourses à toi-même ton RAP, ton REER. Puis si les gens ne se remboursent pas, ben en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils sont imposés sur la somme qui ne se sont pas remboursés à chaque année. Donc, très, très bel outil. Mais là, les CELIAP, on est complètement... c'est qu'on combine plusieurs outils fiscaux. Donc, c'est comme le CELI. Là, on a 40 000 qu'on peut cotiser. Il n'y a pas de limite sur combien on peut sortir parce que ce 40 000-là peut fluctuer, par exemple, sur 15 ans. On a le droit de l'utiliser pendant 15 ans. Donc, quelqu'un, je vais faire un exemple concret. Quelqu'un qui a 20 ans qui dit, moi, je veux absolument devenir propriétaire, va ouvrir son CELIAP à 20 ans. On peut à partir de 18 ans. Va cotiser, a le droit de cotiser jusqu'à 8 000 par année dans son CELIAP. Puis on peut faire un report s'il y a des années qu'on n'utilise pas, on peut les reporter. Donc, certaines années, le maximum qu'on peut, c'est 16 000 par année si on a reporté des cotisations non utilisées. Donc, on ramasse jusqu'à 40 000 qui sont placés dans un compte de placement, par exemple. La personne arrive à 30 ans à 55 000 dans son CELIAP. Mais la personne, elle n'a pas été imposée sur toutes ses cotisations, donc déduction d'impôt. Souvent, les gens ont des emplois, l'impôt est prélevé à la source. Donc là, c'est intéressant, ils arrivent à la fin de l'année, ils se font rembourser l'impôt qu'ils ont déjà payé sur 8 000 $. Les gens sont très heureux de ça. C'est un beau retour d'impôt à la fin de l'année. Mais non seulement ça, quand on veut l'utiliser pour acheter la maison à l'intérieur des 15 ans, il n'y aura rien au retrait non plus. Donc, contrairement au RAP. Exactement. Bien, le RAP, c'est que on rembourse notre REER. Le REER, un jour, quand on va le sortir à la retraite, on va être imposé. C'est ça. Sauf que là, un CELI, quand on sort les revenus, on n'est pas imposé. Là, on a mixé, en fait, les avantages du RAP parce qu'on n'est pas imposé, ou du REER, parce qu'on n'est pas imposé sur la somme qu'on investit dans notre... On n'est pas imposé sur les revenus non plus. Mais en même temps, Valérie, je t'écoute parler de montant. C'est super beau. Oui. Quand les gouvernements sortent ces programmes-là. Mais la réalité, tu sais, si je prends un jeune de 18 ans qui commence à ramasser 8 000, bon, il habite peut-être chez moi encore, on ne sait jamais, mais si je n'ai pas cette capacité, j'oserais pas dire discipline, parce que si tu veux acheter, généralement, tu vas essayer d'avoir une discipline. Là, je me tourne vers les parents. Comment je fais ça? Bien, oui, c'est super intéressant. Effectivement, il y a cette réalité-là. Je pense qu'on parle des jeunes. Moi, on dirait que le CELIAP, je le vois encore plus réaliste pour un jeune, justement. J'avais cette réflexion-là, qui habite encore chez ses parents, qui ne paye pas de loyer encore, qui n'a peut-être pas encore d'enfants, parce qu'on sait qu'à partir du moment qu'on devient jeune parent, qu'on paye tout, le 500 $ qu'on voudrait peut-être investir pour mettre dans le CELIAP, il n'est peut-être pas là à la fin du mois. Alors que quand on est encore chez nos parents, souvent de 18 à 25 ans, on travaille un peu, c'est peut-être plus facile d'économiser cette somme-là plutôt que la donner en loyer, la mettre dans un CELIAP. Excellente idée. Puis sinon, il y a les parents, effectivement. Le don du vivant est super intéressant. Les parents, même si ce n'est pas une somme... des fois, les gens se disent, ben non, mais je ne peux pas tout donner parce que j'en ai besoin. Tout à fait. Peut-être que ce n'est pas de donner des montants extravagants non plus. Reste qu'il faut que les parents l'aient. Si les parents se mettent en difficulté pour aider l'enfant, là n'est pas l'idée. Là. Mais quelqu'un qui dit, ben moi, j'ai l'espace pour donner 20 000 à chacun de mes enfants, par exemple. Ben l'enfant, on peut le mettre dans son CELIAP. Là, il va se ramasser avec plus que ce que le parent a donné, le retour d'impôt. En plus, j'ai oublié de le mentionner tantôt, mais le CELIAP, la déduction fiscale est reportable. Donc, on peut l'utiliser plus tard. Donc, exemple, si l'enfant... Intéressant. Oui, vraiment. Si l'enfant n'a pas un très grand revenu à 18 ans puis que la déduction d'impôt ne va pas lui être nécessairement utile parce qu'il y a un job à temps partiel pendant qu'il va à l'université, il peut décider de la reporter quand il va avoir 25 ans. Puis que là, il va peut-être être si je prends un plus exemple, gros revenu. Exactement, en cabinet comptable, que là, ça aurait valu la peine. Donc... Mais est-ce qu'il y a une limite au don d'un parent vivant? Non. Non. Du tout? Non. Ah, OK. Non. Donc... Pas à ma connaissance, là, puis j'en ai vu. Puis c'est important de savoir que c'est non imposable parce que c'est de l'argent qui a déjà été imposé, donc un parent. Puis on le voit de plus en plus parce que les jeunes en ont besoin pour accéder à la propriété. Donc, tant qu'à garder cet argent-là, on voit des parents qui vont dire, tant qu'à garder cet argent-là qui dort dans un compte... puis qui savent. Il y a des parents qui savent qu'ils n'en auront pas besoin. Bien, ils se disent, je vais donner une partie maintenant qui peut être seulement applicable sur l'achat d'une propriété.
Puis en fin de compte, peut-être aussi avec le fait qu'on vit plus vieux aujourd'hui, ben c'est bien de faire bénéficier les enfants pendant qu'ils en ont besoin et pas nécessairement à notre décès parce C'est que vrai, généralement, ils vont être rendus assez vieux que c'est pas à ce moment-là qu'ils en auront besoin. tout à fait. Euh, je t'ai entendu dire, j'en ai vu quelques-uns. C'est quand même pas, à mon avis, quelque chose de connu et de très courant. Donc, à nos auditeurs, Sachez-le. sachez-le, ceux qui sont des premiers acheteurs, mais on parle de premiers acheteurs, puis j'aime le fait qu'on parle d'accessibilité à la propriété, mais c'est pas nécessairement premier acheteur parce qu'on est jeune. On peut être premier acheteur parce qu'on est plus vieux aussi, puis à ce moment-là, on peut obtenir ce type d'aide-là. Oui, puis on oublie dans les premiers acheteurs, je trouve, on le voit de plus en plus, c'est un problème, les gens qui se séparent de nos jours n'ont C'est vrai. plus les moyens d'acheter 2 maisons. Avant, c'était le cas, ils pouvaient s'acheter 2 propriétés équivalentes. Là, monsieur, madame, de dupliquer 2 maisons à 800 000, c'est plus réaliste. Donc là, souvent, ces gens-là, on les voit beaucoup sur le marché. Souvent, vont se tourner vers la location pour quelques années. Tant le RAP que le CELIAP sont pour les nouveaux acheteurs, c'est pour une résidence principale, mais il y a une petite nuance, dans le fond. Il ne faut pas que vous ayez été propriétaire pendant les 4 ans précédents, 4 ans et l'année en cours. Donc, quelqu'un qui voudrait racheter seul, je pense à une femme avec ses enfants qui dit, ben moi, je vais me relancer, je vais prendre 5 ans pour mettre le projet sur pied, qui a eu probablement une certaine équité en sortant, en vendant une maison familiale, ben pourra bénéficier du CELIAP ou du RAP 5 ans suivant la... Oui. OK. Donc, c'est pas nécessairement premier acheteur, il y a des conditions à respecter. Exactement. Puis oui, tout à fait, il y a des gens, on voit des clients, par exemple, qui sont dans la cinquantaine, par exemple, puis qui n'ont jamais été propriétaires, puis qui vont avoir un héritage. Puis eux sont les premiers acheteurs. Donc, on parle pas seulement des jeunes de 20 ans. Jeunes, c'est Tout ça. à fait. Toi, tu es dans l'immobilier depuis 2021, mais ton conjoint, ça fait quand même 16 ans. Est-ce que dans ta pratique avec lui, tu as vu des gens qui l'ont accompagné comme premier acheteur qui sont revenus comme deuxième achat? Énormément. Oui. Puis je pense qu'on est un petit peu dans les deux. Là. Lui a eu 40 ans, moi, je vais avoir 40 ans. Moi, j'ai l'impression que de ce que je vois... disais, tu es très jeune. Mais les gens, les clients nous suivent. Donc, on n'est plus nécessairement dans le premier acheteur de 20 ans. On est plus dans cette clientèle-là, justement, qui rachète une deuxième propriété, des fois troisième, qui vont avoir eu, justement, puis on le voit, là, ceux qui achètent la maison, qui veulent, qui était leur maison peut-être de rêve. C'est à peu près dans ces âges-là qu'on le voit, je dirais. Puis c'est des gens souvent qui vont avoir acheté un tout petit condo dans un secteur qu'ils aimaient beaucoup. Mais tout petit, très, très, très réaliste, souvent pas de stationnement, il n'y avait pas tout sur la checklist. Là. Ensuite, une maison très modeste qui ont rénové. Puis là, c'est sûr qu'il y a eu la prise de valeur de la pandémie, qu'on peut pas nier, mais avec cette prise de valeur-là, puis on le voit dans le condo, on le voit, les gens construisent une équité sur 10 ans. Puis après 10 ans, ben... Et il faudrait que je te réinvite parce qu'on pourrait tellement parler de la prise de valeur, ce que les gens s'imaginent versus avant, après COVID, etc. Super intéressant comme conversation. La semaine dernière, le gouvernement fédéral a annoncé qu'il ramenait, parce que bien peu de gens savent que l'amortissement en 30 ans a déjà existé, ça a même déjà été jusqu'à 40 ans. Oui. Après, il l'avait diminué à 25. Ça existait déjà pour les propriétés neuves. Il le ramène en décembre, à partir du 15 décembre, sur tout type de propriété. Qu'est-ce que tu en penses? J'ai une opinion là-dessus, mais j'aimerais entendre là-dessus. J'ai une opinion là-dessus. Moi, je crois que c'est excellent. Je pense que je lisais justement la semaine dernière que les gens, justement, on peut imaginer en raison de la valeur des propriétés, deviennent propriétaires un peu plus tard dans leur vie. Je pense que c'était 34 ans en moyenne. 30 ans, ça nous amène à 64 ans, qui est l'âge moyen de la retraite au Québec. Moi, je pense que ça fait beaucoup de sens en autant qu'on réhypothèque pas sans fin. Je pense qu'une hypothèque, idéalement, on prend ça puis on la paye. Il faut pas la réaugmenter. Si on peut, après, il y a plein de choses qui arrivent dans la vie. Là. Oui. Mais 30 ans, moi, personnellement, je trouve que ça fait encore beaucoup de sens. On voit en Europe on entend en Europe des hypothèques sur beaucoup, beaucoup plus longtemps que ça, des gens qui, c'est même pas sur une vie. Donc, à 30 ans, moi, je trouve qu'on est réaliste, puis je trouve que c'est une belle adaptation du gouvernement. Oui. Toi? Je sais pas, je suis un peu mitigée entre tu as raison à 100%. Ça donne l'accessibilité à des gens qui normalement ne l'auraient pas. Il faut quand même réfléchir au fait. Je prenais juste une hypothèque, exemple, de 400 000 où ton paiement hypothécaire sur 25-30 ans va juste être 113 $ de moins par mois.
Ça peut sembler beaucoup, c'est pas tant que ça, mais où tu vas payer 80 000 d'intérêt de plus. Fait que je suis d'accord avec toi parce qu'effectivement, ça permet aux gens de devenir propriétaires. Puis on sait qu'au Québec, on a une particularité, il n'y a pas tant de taux de gens qui sont propriétaires, bizarrement. Mais on va rester là-dessus, puis on s'en reparlera. Parce que quand j'aime beaucoup mes invités comme toi, j'ai tout le temps une question surprise. Puis la tienne, je sais que tu es une personne excessivement impliquée dans ta communauté, t'adores, tu es impliquée dans toutes sortes de projets, mais j'ai ouï dire que tu avais une passion que je ne connais pas. Et Oui. j'aimerais ça que tu m'en parles. L'art, mon Dieu, oui. L'art, c'est beau. Oui, depuis toujours. Puis c'est comme un rêve inachevé. Cet été, j'ai eu ma première exposition, donc je suis courtière et artiste. Oh, toi-même? Moi-même, je me garde avec la Ville de Montréal. Puis j'ai fait d'ailleurs, juste ici, au coin de la rue, cet été, j'ai eu un mandat pour le Festival Mural. J'ai fait un grand panneau sur la rue Saint-Laurent. Mais Donc, comment se fait qu'on ne connaît pas ça? Il faut que tu nous en parles, hein, parce que Oui. nous, on a des moyens de faire vivre ça, là. Ah, c'est bon. Je sais faire les dons. On dirait que j'ai toujours, pendant longtemps, c'est comme je dis, c'est mon rêve. C'était mon rêve non vécu, disons. Puis là, je le vis pas. J'adore mon travail comme courtière, mais je me garde habituellement une demi-journée minimum par semaine pour faire de l'art. J'ai un studio à la maison. Puis moi, c'est le pastel sec. Je suis en amour avec les impressionnistes. Je fais beaucoup d'impressionnisme. Je vends mes toiles. Donc, puis on dirait que c'est un bel équilibre entre les deux. Tu le sais, l'immobilier, c'est extrêmement... Les gens qui vont nous écouter, les courtiers. Des fois, les clients ne réalisent pas, mais on prend beaucoup le stress de nos clients. Clients. C'est très personnel, oui. Et c'est ce que j'allais te dire quand tu dis « je sépare les deux ». Moi, je pense que les clients veulent savoir qu'on est autre chose que courtier immobilier ou dirigeant d'agence. Ils ont besoin de s'associer à la personne que tu es. Alors, je vais t'inviter à partager ça avec nous. Puis je te remercie beaucoup d'avoir été là. Merci à toi. Et c'est tout pour nous. Alors moi, je vous dis, écoutez, j'espère que vous avez eu autant de plaisir à écouter, puis on aurait pu en parler des heures et des heures, que moi, j'ai eu de plaisir à le faire. Je vous invite à la prochaine émission, évidemment, de Julie sans compromis, où on va parler de l'entrepreneuriat. Et ça aussi, c'est un sujet qui me passionne. Je pourrais en faire des jours et des jours. Je trempe dedans depuis déjà 40 ans. Oui, 40 ans, c'est l'âge de notre invité qui vient de partir. Et je vous invite à partager à l'écouter sur Spotify, sur Apple Music. Je sais, je ne suis pas de mon temps, je me rappelle jamais, mais bref, sur toutes les plateformes que vous voulez. Puis rappelez-vous, c'est dans le partage que se trouve le plaisir. Alors, je vous attends. À la prochaine!